il y a beaucoup de sujets dans l'actualité économique. Il y a bien sûr le feuilleton Suez-Veolia. On va essayer de le décrypter. On va essayer de comprendre ce qui se passe en coulisses et quelles peuvent être les conséquences pour nous, les consommateurs. La question de la relance. Je vous demanderai comment vous avez trouvé la gestion de la crise sanitaire, comment on en sort aujourd'hui, y a-t-il des perspectives? On évoquera tout à l'heure avec Pierre Pellouzet un sujet qui intéresse le chef d'entreprise que vous êtes, c'est la question des délais de paiement. Au fond, l'entreprise peut être un loup pour l'entreprise dans certains cas. Quand on ne paye pas ses fournisseurs à temps, on les met en danger et Pierre Pellouzet nous dira qu'on a aujourd'hui 19 milliards d'euros qui circulent dans la nature. Je vous parlerai aussi des néonicotinoïdes et puis je vous demanderai quelques questions politiques. Je ne vais pas vous les annoncer tout de suite. On va commencer par Suez-Veolia. Suez-Veolia, pour fixer la géographie du dossier, on va dire que ces deux entreprises ont des activités en commun. C'est un élément absolument essentiel pour comprendre ce qui se passe. C'est la distribution de l'eau, c'est la gestion des déchets. Que s'est-il passé en réalité? C'est une espèce de western entre actionnaires d'un côté, conseil d'administration de l'autre, les politiques. C'est un dossier très politique. Engie, qui est une société dans laquelle l'État a une représentation forte, des droits de vote qui sont très significatifs, a cédé 30%, à peu de choses près, 30% qu'elle détenait dans Suez à Veolia. C'est loin d'être une petite affaire parce que si l'OPA allait à son terme, Veolia serait tenue de céder une partie des actifs de Suez. On démonterait Suez, on vendrait Suez par appartement. Et vous estimez, dans une lettre que vous avez adressée à Jean Castex, le Premier ministre, que dans ces appartements, il y en a quelques-uns qui ont beaucoup de valeur et que les prédateurs étrangers sont à la porte. Vous confirmez? Oui, vous avez deux leaders mondiaux. La France a la chance d'en avoir deux, qui se répartissent d'ailleurs sur les marchés mondiaux. Ils pèsent environ 5% du marché mondial. Pour une fois, c'est pas les étrangers qui nous rachètent, mais c'est les Français qui s'entretuent, qui s'entredévorent et s'affaiblissent. Donc c'est une faute d'avoir laissé faire ça, premièrement. Deuxièmement, comme il y a des règles de la concurrence, on va se retrouver en situation de monopole, donc Suez va être découpé en rondelles. Donc on tue un champion mondial pour ne pas, en fait, véritablement renforcer l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est impossible pour Veolia de conquérir les marchés de Suez ou de les reprendre. Parce que s'ils sont allés chez Suez, c'est parce qu'ils ne voulaient pas aller chez Veolia. C'est aussi simple que ça. Donc la consolidation n'a aucun sens. Et puis surtout, vous avez un certain nombre d'entreprises mondialement agressives, prédatrices, des deux empires, on va dire américains et chinois, qui attendent, qui se pourlèchent les babines et qui se disent sur les décombres des querelles franco-françaises, nous allons pouvoir faire nos emplettes. Et ça, c'est un problème parce que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire ce que les Français ont inventé, ce qu'on appelle l'école française de l'eau, c'est-à-dire cette manière de travailler une concession et d'assurer un service public. C'est Suez, dans de nombreux pays du monde, qui a ouvert le robinet d'eau là où il n'y avait pas d'eau potable. Ouais. Et les Chinois, ils ne savent pas faire ça. Donc, ils attendent de pouvoir... donc, pour moi, il y a là une faute grave contre l'intérêt national. Alors, un chèque aussi, 3,4 milliards d'euros pour Engie. L'entreprise est en difficulté, elle a besoin d'argent. Il y a une promesse de valorisation de l'action à 18 euros. Mais attention, ça peut cacher un loup éventuellement, puisque le prix de cession final pourrait évoluer. Le droit boursier autorise à la volatilité du prix, et notamment à ne pas tenir ses promesses dans ce domaine. Imaginons que demain, comme vous le décrivez, Suez soit obligé de se départir d'une partie de ses activités. Ça signifie que le périmètre à reprendre ne sera pas le même et que, évidemment, Veolia ne voudra pas payer le prix. Alors, l'État est actionnaire d'Engie, il a un levier. Est-ce que là, ça n'est pas un vrai problème? Parce qu'il avait un mot à dire en tant qu'actionnaire dans cette opération. Il vient de perdre, en réalité, ce levier. L'État va regarder les grandes entreprises françaises se disputer ce marché. L'État est l'actionnaire principal de Engie. Donc l'État gouverne Engie. L'État a nommé M. Clamadieu, a viré Mme Cocher. L'État fait la pluie et le beau temps. Et d'ailleurs, heureusement, puisque c'est un bien public, je vous rappelle que Engie vient de GDF Suez, donc c'est Gaz de France, en fait, qui a fusionné. Et donc c'est issu d'une privatisation incomplète qui fait que l'État garde la main chez Engie. L'État n'a pas fait son travail.
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis aux enchères. S'il voulait vendre, c'est son droit le plus strict, selon une stratégie qui est définie par les organes d'Engie, et l'État a pris parti en faveur de cette vente, mais avait-il intérêt à, finalement, ne pas regarder la pluralité des offres? Mais et il y avait une offre. Elle serait venue de l'étranger. Non, il y a une offre qui est venue d'un fonds d'investissement qui est franco-français, qui est le 5e mondial, qui est dirigé par Madame Dominique Sénéquier, à qui je rends hommage pour son courage et sa perspicacité, et le fonds Ardian, qui a réussi le tour de force à obtenir le soutien de la CGT, de tous les syndicats de Suez, qui défendaient leur boîte en même temps que leur patron sur la solution Ardian. Pourquoi? Parce que Ardian, qui a une vision de la participation des salariés augmentée, a proposé aux salariés de partager une partie du capital, ce qui est nécessaire dans ces entreprises-là. Et donc, la responsabilité de l'État, c'était de dire quelles sont les offres, on prend le temps de les examiner, on voit quelle est la meilleure pour l'intérêt national, et là, je crois que ce n'est pas l'intérêt national, quelle est le meilleur pour l'intérêt d'Engie, et là, je crois que ce n'est pas l'intérêt d'Engie, et quel est le meilleur pour l'intérêt de l'emploi en France et des territoires. Et là, ce n'est pas la meilleure solution. Donc, pour moi, c'est une vente à caractère dolosif, c'est-à-dire qu'elle a été forcée, sous contrainte. Ouais. C'est une vente qui sera annulée. Je vous le dis. Juridiquement, Jacques, je ne sais combien d'avocats commencent à travailler, et ils ont raison de le faire. C'est une vente dolosive, truquée, et qui devra être annulée. Donc cette affaire ne fait que commencer. Pourquoi a-t-elle été aussi forcée et contrainte? Parce que nous sommes dans un scénario à la russe. Le pouvoir a décidé de prendre une proie et de l'offrir sur un plateau à un de ses amis, M. Frérot, le patron de Veolia, qui a financé la campagne de M. Macron, qui était dans les meetings de M. Macron. Lui, il a essayé de se cacher, mais tout le monde l'a reconnu, on a les preuves. Donc, ils sont allés faire des campagnes pour se partager les dépouilles de la France. Cette situation est inadmissible. Donc, pour moi, c'est une collusion au sommet de l'État, et nous sommes dans un scénario, de distribution de privilèges à une petite oligarchie. Voilà, vous avez évoqué les salariés. C'était dans ma lettre au Premier ministre, il n'y a rien de nouveau. Très bien. Mais je l'écris, et je le répète, et je le prouve. Vous évoquez les salariés de l'entreprise, les intérêts pour l'emploi, il y a aussi l'intérêt pour les consommateurs. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de consommateurs ou d'usagers. Si. J'ai découvert aujourd'hui, d'ailleurs, que le contrat pour l'eau en Île-de-France, c'est 12 millions de personnes, était le premier contrat mondial en termes de volume sur la distribution d'eau est renouvelé l'année prochaine. Les consommateurs, évidemment, n'ont rien à gagner à un monopole de l'eau. On se retrouverait dans une situation très simple. Je crois qu'il faut en parler parce que l'eau, comme vous le dites, c'est un peu comme l'électricité, c'est comme l'électron, c'est un bien commun. Vous avez aujourd'hui Veolia, vous avez Suez et vous avez la SOR. C'est une troisième entreprise, mais qui est toute petite taille. Donc, en réalité, on est face à la construction d'un marché oligopolistique dans lequel vous avez un acteur dominant qui va être capable de faire les prix. Pour les consommateurs, ça a du sens, et qui pourra tordre le bras éventuellement aux collectivités territoriales. Écoutez d'ailleurs ce que disait ce matin Laurent Berger, qui était sur LCI avec Elisabeth Martichoux, sur la véritable nature de cette affaire. Ce qui m'agace par-dessus tout, c'est qu'on est en train de commenter une question industrielle et une question de devenir des salariés par un prisme politique. Ce qui est en jeu, c'est l'enjeu, la poursuite de l'activité eau et déchets dans notre pays et la situation des travailleurs. Expliquez-nous, aidez-nous à comprendre. Bruno Le Maire a déclaré il y a quelques jours que cette opération devait être éclaircie, qu'elle devait se faire de façon sincère et authentique. Est-ce qu'il a perdu sa partie de bras de fer, et est-ce que le dossier n'a pas été repris directement à l'Élysée? Excusez-moi, le ministre de l'économie dans notre pays, c'est lui qui a la tutelle d'Engie. Donc, M. Le Maire, il a fait un jeu de rôle que lui a demandé de suivre M. Macron, le président de la République. M. Macron a dit « Tu fais semblant de voter contre, et nous, on s'occupe que cette affaire passe. » Voilà comment ça s'est fait. Pour une raison simple, c'est que l'Élysée s'est engagé dans cette affaire à offrir Suez sur le plateau à M. Veolia, qui est M. Antoine Frérot. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Pour quel intérêt? Donc, mais pour des intérêts privés. Vous savez, il y a une phrase dans Ruy Blas, Victor Hugo, qui est très belle, qui dit « Chacun se fait une fortune privée sur l'infortune publique. » L'infortune publique du bien commun qu'est l'eau, eh bien là, vous avez la démonstration
que ces batailles de requins sont en vérité des enrichissements personnels et des augmentations de pouvoir personnel. Je voudrais vous dire une chose. J'ai été à la tête d'une collectivité locale pendant quelques années, président du département de Saône-et-Loire. Nous, notre position vis-à-vis de Veolia de Suez était de dire nous incitons les communes et les communautés de communes à revenir en régie. Parce que nous avons des problèmes de tarification de l'eau qui sont trop élevés. Les marges de ce secteur, qui est quand même très, comme vous le dites, oligopolistique, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'arrangent plus ou moins, ils ne se font pas une concurrence échevelée, on va dire ça comme ça. Nous, notre position était de dire, si vous pouvez revenir en régie, c'est-à-dire en contrôle public, faites-le. Mais on a un problème maintenant, c'est que les réseaux souterrains d'eau ont à peu près un siècle d'âge, presque, oui, un siècle, et donc ils sont en train de fuir. Donc on a une perte considérable. Il va falloir faire près de 20 milliards d'investissements souterrains dans notre pays. Les collectivités locales n'ont pas cet argent pour le faire. Ouais. Donc il va falloir mettre dans les contrats l'obligation de financer tout ça. Donc si vous n'avez pas de concurrence, vous ne pourrez pas obtenir ça des concessionnaires de l'eau. Si vous n'avez pas de concurrence, ben finalement, il y en a une qui pourra le faire, c'est Veolia, et les autres pas. Et bien finalement, nous sommes en train d'assister à la constitution d'un monopole sur notre terrain, sur notre territoire. Bah pour vous faire une petite idée du rapport de force, il y a cette déclaration de Jean-Pierre Clamadieu, qui est le patron d'Engie. C'est une déclaration qui en dit long. Il dit « Bruno Le Maire est ministre de la République et défend l'intérêt collectif ». Vous n'êtes pas d'accord avec ça, manifestement. Moi, je défends l'intérêt d'Engie et de ses parties prenantes. Ben, s'il avait si bien défendu l'intérêt d'Engie, il aurait fait un appel d'offres, il aurait donné une chance à plusieurs offres. D'ailleurs, il n'était pas certain qu'il n'y en ait eu que 2. Il y en avait 2 sur la table, il en a découragé une, et il a dit, avant même d'avoir la deuxième offre, que la première était la meilleure. Je ne sais pas si ça, c'est défendre l'intérêt d'Engie. Pour moi, il défendait d'autres intérêts. Il va falloir qu'il nous le dise, M. Clamadieu. Quel intérêt il défendait? Mais ce n'est pas ceux d'Engie. Alors, François Bayrou était hier soir sur LCI, chez Darius Rochebin. C'est le commissaire au plan qui s'exprime. Et dans le contexte qu'on vient de commenter, Veolia-Suez, ce qu'il dit mérite, à minima, un petit examen de conscience économique du gouvernement dans cette affaire. Je pose la question et il apporte sa réponse. Où est l'État stratège? Je crois qu'on va devoir expérimenter d'autres formules et qui sont des formules de analyse précise de ce dont nous avons besoin pour vivre et dont nous ne pouvons pas être privés. C'est très court, mais au fond, il dit, voilà, il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas de compromis possible. Il y a des sujets sur lesquels il faut sortir de la logique pure et dure de l'économie de marché, de la concurrence pure et parfaite, parce que ça fait partie des éléments du bien commun. Et le bien commun, c'est pas simplement une phrase. Le bien commun, il y a une définition économique d'Elinor Ostrom sur ce que c'est que le bien commun. C'est l'air qu'on respire, c'est l'énergie dont on a besoin, c'est l'eau dont on a besoin, c'est tous ces éléments. J'ai trouvé cette déclaration un peu, comment dire, à contretemps, enfin, contracyclique par rapport à ce qui se passe dans ce dossier. Si on considère que l'eau est un bien commun, d'ailleurs c'est dans le décret que j'avais pris pour le protéger contre les investissements étrangers indésirables, il y avait le secteur de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, si un investisseur étranger venait racheter une de nos entreprises de l'eau, le gouvernement pourrait dire non, et il en a le pouvoir. Donc ça prouve qu'en effet, on a une pensée stratégique maintenant qui remonte à 6 ans, c'était 2014, et donc il y a des secteurs dans lesquels on ne laissera pas entrer n'importe quel acteur. Mais allons un tout petit peu plus loin. Ouais. S'il y a des secteurs qui sont aussi stratégiques, ça veut dire qu'on peut décider de nationaliser, on peut décider de faire des coopératives. Par exemple, moi j'ai fait une proposition au gouvernement dans le médicament. Médicaments, les majors ont dit... Nous, ça ne nous intéresse plus de faire des médicaments comme avant parce qu'il n'y a plus de brevets, donc il n'y a plus de royalties et il n'y a plus de gains suffisants pour nos actionnaires qui nous demandent beaucoup de retour sur investissement. Et donc nous allons nous diriger vers les biotechnologies, c'est-à-dire en fait la médecine personnalisée, cellulaire, avec des technologies très coûteuses, mais qui ont des résultats. Mais c'est aussi pour ça qu'on un choix. On a laissé filer un certain nombre de molécules dites simples, mais c'est aussi... Et je voudrais attirer votre attention sur ce point essentiel. C'est parce que la sécurité sociale nous le réclamait. C'est parce qu'elle est fabriquée moins cher ailleurs. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je m'en suis suffisamment... Ça arrange la sécurité sociale qui paye. Je m'en suis suffisamment aperçu. Et ce que demandent finalement les majors, c'est des profits que aujourd'hui les médicaments fabriqués en France ne permettent pas ou moins. Et c'est la conséquence pour laquelle tout a été délocalisé. Conséquence, on a rationné les Français au Doliprane en pleine crise Covid.
Qu'est-ce qu'il faut faire? La proposition, c'est de dire tous ces médicaments, il en manque à peu près entre 400 et 1000, selon l'analyse qu'on peut faire. Sur ces médicaments, il faut faire des coopératives. Avec les mutuelles qui ont gagné beaucoup d'argent dans le Covid, ne savent pas quoi faire de leur argent, qui investissent dans les obligations singapouriennes ou allemandes, il ferait mieux de les mettre dans l'économie réelle. On va remonter des usines, ou racheter des usines, les remettre en marche, et produire avec des marges faibles, où les investissements ont été payés par le plan de relance, puisqu'ils ne savent pas quoi faire de leur argent dans le plan de relance, apparemment ils ne savent pas le dépenser, et donc on va remonter des usines avec un esprit coopératif, c'est-à-dire on met la Sécu, on met les mutuelles, on met les entreprises pharmaceutiques, on met même, si on veut, la profession des pharmaciens qui les distribuent, et c'est un bien commun, la santé. Donc on n'a pas besoin de faire d'énormes profits, on a juste besoin de payer tout le monde, de rembourser le prix des machines, et de pouvoir avoir des petites marges pour faire de l'investissement, pour augmenter les capacités de production s'il y a besoin. Est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre autour d'une table pour faire ça? Ça, c'est le boulot du ministre de l'économie, par exemple. C'est ça le redressement productif? C'est, je pense, le redressement de la France. C'est comme ça qu'on va réussir à faire des choses. Dans l'agriculture, est-ce que c'est normal que... Je connais bien ce secteur dans lequel je travaille maintenant. Est-ce que c'est normal qu'on laisse ceux qui portent la fonction nourricière de la société ne pas pouvoir vivre de leur travail? Qu'on considère normal qu'ils travaillent gratuitement? D'où ça sort, ça? Donc c'est normal qu'on fasse remonter les prix de l'agriculture, enfin des produits agricoles pour nourrir, que les paysans, qui nourrissent tout le monde, et que les paysans puissent en vivre. Et à l'inverse, le logement dans notre pays, c'est 40% du pouvoir d'achat d'un ménage. C'est un petit peu moins. C'est 30% en moyenne des dépenses d'un ménage en France. Enfin, ça dépend pour qui, parce que... C'est une moyenne, 30%. Mais vous avez des gens j'aime pour pas qui... trop les moyennes. Attendez, non mais... Je parle de la classe moyenne. Vous avez des gens pour qui ça représente la moitié du revenu. Voilà, bien sûr. Merci. Très bien. C'est ce que je voulais que vous me disiez. Vous me l'avez dit, merci, M. Perry. Donc ça veut dire qu'il y a 20 ans, il y a 50 ans, on consommait 25% de son pouvoir d'achat, on le consacrait à l'alimentation. Ouais. Aujourd'hui, c'est 10-12%. Oui, c'est 12, oui. Hein ouais. Eh bien, le logement, c'est presque... Alors, vous me dites 30, je vous dis 40, on va faire 35%. On fait la moyenne entre nous, mon cher ami. Non, la moyenne était déjà faite, mais vous avez raison. Alors, disons, admettons... C'est une fonction variable du revenu. On va dire donc, ça, vous êtes d'accord? Et donc, vous avez aujourd'hui des Français qui engloutissent leurs moyens dans le logement, qui n'est pas meilleur qu'avant. Il y a des millions de gens mal logés. Ouais. Le travail d'un gouvernement, c'est de faire baisser le prix du logement et c'est de faire monter le prix de l'alimentation. C'est de l'assumer, ça. Et il va falloir qu'on s'y colle. Donc il y a des choses à faire d'un côté comme de l'autre. Est-ce qu'il ne faut pas, tiens, au passage, puisque vous me parlez du logement, je n'avais pas prévu d'en parler, mais tendez la perche, est-ce qu'il ne faut pas enlever la prérogative des permis de construire aux maires? Parce que, très bien, ce que vous me dites, c'est vrai. Dans l'absolu, oui, il faut construire des logements. Simplement, c'est jamais en face de chez moi. Vous savez que les électeurs ne sont jamais très contents quand on construit des logements collectifs pas très loin de chez eux. Vous connaissez, puisque vous avez été élu local, la formule « maire bâtisseur, maire battu ». Est-ce qu'il ne faut pas filer ça au préfet? Je suis de cet avis. Le pays doit se remettre à travailler et à se mettre en marche au sens, j'allais dire, de mouvement. Il doit se mettre en mouvement. Nous avons des fonciers délaissés. Nous avons si on veut arrêter l'étalement urbain, ce qui est nécessaire, et l'artificialisation des sols, ce qui est un bien commun, ça aussi, qu'il faut défendre, eh bien, il va falloir condenser et concentrer la population un peu plus dans les villes existantes. Et il y a des tas de villes qui pourraient accepter qu'on monte d'un 2, 3, 4 étages, pas plus, sans faire des gratte-ciels dans toutes les villes de France, mais nous pourrions imaginer de faire cela. Donc moi, je proposerais que quand vous avez un secteur tendu et qu'il y a une demande plus forte que l'offre, le préfet reprend les droits et c'est lui qui délivre les permis de construire. Ça, c'est une France qui marche. Hein. Quel est votre avis sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement? Erratique, opaque, compromise et incompréhensible. Et par ailleurs, destructrice d'économie. Il y aura des comparaisons qui vont se faire avec d'autres pays qui ont eu les mêmes, l'Allemagne, la Suède, l'Italie aussi. Et il y a des comparaisons qui vont se faire. La vérité, c'est que pour moi, le drame de cette affaire, c'est que le gouvernement a perdu toute crédibilité dès le début en mentant sur les masques. À partir de là, il n'a pas pu avoir une parole entendable. Est-ce que c'est pas un mensonge blanc? Qu'est-ce que vous auriez dit? Qu'est-ce que ça veut dire un mensonge blanc? Ça, écoutez, j'en ai pas, mais j'ai pas envie d'affoler la population. On va essayer de le cacher. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez dit la vérité? Non, moi, j'aurais pas fait comme ça. Je vous dis franchement.
J'aurais dit, écoutez, on n'a pas assez de stock, donc on va prioriser les stocks. Branle-bas de combat, mais pas en attendant le 25. Ouais. Branle-bas de combat, tous ceux qui ont une machine à coudre se mettent à faire des masques. Et tout le monde en aura. Et tout le monde se serait mis à faire des masques. On a attendu de valider le masque du labo, de ceci, de cela. Pareil pour les tests. Bref, on a bureaucratisé un processus qui aurait dû être une mobilisation populaire. Vous savez, quand il y a eu Dunkerque, qu'est-ce qu'a fait Churchill? Il a envoyé même les frêles esquifs et les chalutiers pour aller sortir les soldats qui étaient dans la nasse sous les nazis. Voguait. Tout ce qui voguait. Voilà. Ouais. Et bien là, tout ce qui coud, on aurait dû le faire fonctionner. Là, on a découragé des entreprises qui se sont mis à faire des masques, qu'ils n'ont pas pu vendre. On a fait des choses monstrueuses au nom du mieux, ennemi du bien. Mais moi, je me rappelle d'un Arnaud Montebourg très attaché à la fonction de l'État. Vous l'êtes toujours. Et là, vous dénoncez la bureaucratisation. Est-ce que c'est pas ça, mais finalement? Non, mais c'est parce que c'est un État qui n'est pas conduit. C'est un État où, j'allais dire, les technocrates ont pris le pouvoir, où il n'y a pas de fonction politique. La fonction publique, elle est au service de l'intérêt général, à condition qu'elle soit commandée. Mais là, il n'y a pas de commandement. Il n'y a même pas de compétence. On a même changé de ministre de la Santé au milieu d'une affaire pareille. On a changé de Premier ministre, qui n'était pas si mauvais, qui au moins était honnête, parce qu'il reconnaissait ses erreurs. Moi, ce que j'ai apprécié chez M. Philippe, je l'ai écouté attentivement, c'est qu'au milieu de son discours, quand il s'est exprimé, il a dit, écoutez, il faut reconnaître nos erreurs. Bah, déjà, là, on peut recommencer à écouter. Voilà. Pendant ce temps-là, le président de la République, il faut chevaucher le tigre. Quel tigre? Qu'est-ce qu'il y a à chevaucher? Il y a surtout à résoudre les problèmes, protéger les gens, essayer de ne pas détruire l'économie, faire preuve d'humilité, parce qu'on peut quand même reconnaître que ce n'est pas facile, mais il n'y a pas de tigre à chevaucher. Hein. Je ne crois pas. Hein. Ce Premier ministre n'est pas à la hauteur? Je n'ai pas dit ça. Quand même. Essayons. Non, je parle de son prédécesseur qui faisait son travail. Je dis simplement qu'on a changé de Premier ministre au milieu d'une crise pareille. Et de ministre de la Santé. C'est dire à quel point le désordre s'est emparé de nos dirigeants. Hein, voilà. Bon. On ne peut pas dire mieux, hein, plus clairement. On dit... j'essaie d'être tempéré, parce que tout le monde a droit à sa chance, y compris monsieur le Premier ministre actuel, même s'il n'a pas répondu à la lettre que je lui ai adressée sur Suez Veolia. Il aurait dû. Parce qu'il aurait vu à quel point il était difficile de ne pas me répondre qu'il fallait faire ce que je proposais. Difficile de trouver les bons arguments. La contradiction, elle est utile dans une démocratie parce qu'elle permet de réfléchir et de ne pas trop se tromper. Le cerveau collectif, ça existe dans un pays. Voilà. On va dire 2 mots du plan de relance. Alors, il y a la gestion de la crise sanitaire, il y a le plan de relance. Il est relativement massif. On va le commenter ensemble. On a des prévisions de France Trésor sur les effets prévisibles de la relance pour l'année prochaine et les années suivantes. Alors, on a mis beaucoup d'argent, enfin, on a mis virtuellement beaucoup d'argent. Pour le moment, c'est juste 10 milliards cette année. Il va en manquer probablement. On estime que l'essentiel sera investi l'an prochain avec un effet à plus 1% de PIB et 160 000 emplois. Pour 2022, plus 1% de PIB également, 240 000 emplois supplémentaires qui seraient financés. Enfin, on imagine qu'ils seront créés. Et 2020-2025, l'ensemble du plan de relance représenterait 4 points de PIB. Qu'est-ce qui n'a pas été fait et qui aurait dû être fait, ou qui peut encore être fait selon vous? J'ai du mal à raisonner à partir de ces milliards, parce que pour moi, ce sont des milliards de papier. 100 milliards, sur le papier, tout le monde est d'accord. Les Français sont d'accord, je suis d'accord, voilà. Mais alors j'ai fait un travail tout à fait... qui était nécessaire à la compréhension de ce plan de relance. J'ai lu les 296 pages de ce plan de relance. J'ai fait 2 colonnes. Une colonne de ce qui est opérationnel tout de suite, qui va être dépensé là en 2020-2021. Autour de... C'est-à-dire au moment où l'économie s'écroule. 10 milliards cette année, c'est ça? Attendez, vous allez voir. Au moment où l'économie s'affaisse. On le voit autour de nous, et on voit les entreprises, les plans sociaux qui se multiplient. Et le reste... tout ce qui n'est pas opérationnel. Et en étant généreux, j'ai trouvé quand même seulement 40 milliards, dont 20 milliards de baisse d'impôts. Les baisses d'impôts, ça n'est pas opérationnel. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent que vous ne prélevez pas, mais ce n'est pas de l'argent que vous dirigez vers une orientation, vers une action, vers des résultats. Vous dites aux entreprises, écoutez, par exemple, moi, dans la petite entreprise Bleu-Blanc-Ruche,
où on vend du miel, j'ai fait les comptes, j'ai fait sortir les impôts de production que je payais, qui vont être réduits. Je paye 2200 €. C'est très bien qu'on m'enlève une partie de ces 2200 €. J'ai 4 employés, je fais 415 000 de chiffre d'affaires l'année dernière, mais vous voyez que ce n'est pas à la hauteur. Ce sont en fait 285 entreprises qui vont bénéficier de ces baisses d'impôts sans aucune contrepartie. Moi, je ne trouve pas que ce soit une bonne manière de faire. Vous ne trouvez pas, vous qui êtes chef Donc, d'entreprise, attendez. Non, mais attendez, je vous pose cette question au passage quand même. Vous qui êtes chef d'entreprise, vous ne trouvez pas que c'est logique de baisser ces impôts de production stupides qui, puisque vous en êtes coutumier, maintenant affaiblissent votre compte de résultats, vous prennent un peu d'argent à tous les étages avant que vous ayez gagné le moindre centime. Monsieur Perry, ça, c'est une autre politique. Oui. C'est une politique de compétitivité, mais ce n'est pas un plan de relance. Bah, ça aide les entreprises. Non, mais attendez. D'abord, ça aide quelques entreprises, parce que moi, ça ne va rien changer. Voilà, ça ne va rien changer. Pour les TPE, PME, rien. D'accord? C'est bien, on est content, c'est 2000 € de moins, mais ça ne va rien changer. En revanche, mais ce n'est pas un plan de relance. Ça relance rien du tout. Attendez, vous avez quand même oublié quelque chose au passage, Arnaud Montebourg. Vous avez oublié les quelques 30 milliards d'euros de chômage partiel, vous avez oublié le PGE, vous avez oublié tous ces éléments. Vous me dites, très bien, l'année prochaine, on met un peu d'argent sur la table, pour le moment pas grand-chose. Enfin, on a déjà beaucoup payé. Mais attendez, monsieur Perry, vous me demandez ce que je pense du plan de relance. Oui. Vous ne me demandez pas ce que je pense du PGE ou du chômage partiel. Alors le chômage partiel, il est passé de 25 milliards, il va passer dans le plan de relance à 6 milliards. Donc on va réduire, on va diviser par 4. Parce qu'on espère que l'activité on l'espère reprendra. aussi, bien sûr. Bien sûr. Vous me demandez ce que je pense du plan de relance. Je réponds à votre question. Oui. Donc j'essaie d'être méthodologique et de vous répondre sérieusement. Donc je vous dis qu'il y a 20 milliards qui sont, on arrose le sable. Voilà, ça concerne des grandes entreprises à qui on ne demande rien. On pourrait leur demander, par exemple, en contrepartie, de relocaliser. On ne leur demande pas. Pour leur dire, vos achats, ils sont où? Ils sont à l'autre bout de la planète, vous les rapatriez ici. Vos lignes de production, bah vous en remettez un bout, peut-être pas tout, mais un bout ici. Ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire. Oui, mais on sait faire beaucoup de choses. On sait faire beaucoup de choses, monsieur Mais Perry. pas du jour au lendemain. Mais on peut le faire avec l'argent du plan de relance. Si c'est un plan de relance, c'est un plan de relocalisation dans ce cas-là. Ça veut dire qu'on ramène de l'activité pour reprendre des personnes qui vont perdre leur emploi, on va leur redonner un emploi. Les industriels Mais baisser n'ont pas... des impôts sans aucune contrepartie, ça n'a jamais créé un emploi. Sans aucune contrepartie. Les industriels n'ont pas attendu le pouvoir politique pour relocaliser une partie de leur production. Vous savez que dans les grands secteurs, il y a déjà un resserrement des lignes de production, de la chaîne de valeur. Le gouvernement japonais est pour moi l'exemple. Alors on va en parler. Parce que vous parlez de relocalisation. Le gouvernement japonais est l'exemple. Je ne sais même pas quelle est son orientation politique. Si ça doit être nationaliste. Très intéressant. Ils ont dit, voilà, nous, on vous demande à nos troisième puissance économique mondiale, ils ont dit, on met 2 milliards sur la table, et avec cet argent, vous avez droit à 75% de la totalité de vos surcoûts liés à un déménagement de vos usines de la Chine vers le sol national japonais. Il y a eu, j'ai regardé ça sur le site du MITI, 1674 projets des entreprises japonaises pour un montant de 14 milliards d'investissements sur le sol japonais. Donc si on dit aujourd'hui, je vous paye les 3/4 de votre investissement, ce qui n'est pas le cas. Là, c'est multicritères, multi-intervenants, il faut faire ceci en même temps que cela, il faut demander à monsieur, puis à madame, puis à le gouvernement, la région, le préfet, personne n'y comprend rien. C'est des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, des autorisations de ceci, des autorisations de cela. Vous dites... Donc tout ça, ça ne marche pas. Mais ce qui marche, c'est quand on dit, bah, écoutez, je vous paye votre investissement. Déjà, c'est un coût de relocaliser. Donc vous le neutralisez et vous créez des lignes de production. Bah, ça fonctionne. Vous imaginez, si on avait demandé à nos 1000 premières entreprises, vous rachetez en France, vous remontez, et je vous paye les 3/4. Bah là, vous avez un plan de relance et de relocalisation. Et là, c'est 14 milliards d'investissements, mais c'est une relance privée. C'est une relance privée. Et là, vous allez avoir des gens qui vont trouver du boulot, des nouveaux emplois, des nouveaux secteurs, là où les entreprises jugeront qu'il est nécessaire de se mettre à produire sur le sol français. Donc, je voulais juste vous dire... Une petite conséquence on au sait Japon. faire ça. Non, mais une petite conséquence au Japon, qui n'est pas une catastrophe, il faut l'accompagner. Ramener des lignes de production en France, ça veut dire aussi accepter le principe que les coûts de production augmentent, les prix vont augmenter, un peu d'inflation d'ailleurs au passage, ça ne ferait pas de mal parce que l'inflation, ça régénère les marges des entreprises, ça permet de redistribuer du pouvoir d'achat parce que les prix montent, mais enfin il faut aller jusqu'au bout du raisonnement, Arnaud Montebourg. Vous ramenez tout ça, mais ça fait monter les coûts de production. On passe d'un modèle à un autre. D'abord, pas forcément.
Je vais vous dire, De la Chine Toyota. au Japon, c'est gagné. Hein. Excusez-moi, Toyota, Ouais. qui a investi à Valenciennes, Oui. considère que son usine de Valenciennes est la plus profitable du monde Parce et qu'elle est celle très- qui maîtrise Oui, parce les qu'elle coûts est de production robotisée. le mieux. Parce qu'elle est très robotisée. Mais elle est très robotisée, mais il y a quand même 5000 emplois. Très bien. Non, mais parfait. Donc c'est une usine qui pourvoit des emplois et qui est très robotisée. Bah donc on peut le faire. Bon. Donc on peut le faire, y compris en étant compétitif. D'abord parce que les salaires chinois ont commencé à monter. C'est vrai. Et puis les coûts de transport augmentent. Et puis les taxes carbone arrivent. Et le coût écologique est effectivement, Voilà. n'est pas pris en compte dans le Voilà, coût complet, il faudrait le faire. On a une dette, on creuse un peu hein, le trou de la Sécu d'un côté, puis de l'autre côté, il y a un petit monticule qui augmente, c'est la dette. Qui va payer la dette, Arnaud Montebourg? D'abord, quelle dette? La dette européenne? La dette européenne, la dette parce que maintenant, française. enfin, La ça dette c'est un point important. La dette publique, hein, pas la dette des entreprises, elle la paye toujours. C'est pas sûr. Parce que... Dans la majorité des cas, elles payent leur dette. Les entreprises, à Écoutez, défaut, vous c'est la avez- barre du tribunal de commerce. Oui, vous avez 120 milliards. Parlons de celle-là d'abord. Celle qui a créé le prêt garanti d'État. Il y a 120 milliards de prêts garantis d'État dans le bilan des entreprises. Moi, j'ai très peur d'une chose. Donc, moi, je trouve que c'était une bonne décision. Mais à ce niveau-là, s'il n'y a pas de conversion de la dette en fonds propres, vous allez avoir beaucoup de dégâts. Il y aura un carnage. Parce qu'il y a déjà 25% des ETI qui déclarent aujourd'hui, des ETI, donc les plus robustes des grosses boîtes, des grosses PME, qui disent qu'elles vont avoir des difficultés à rembourser leur PGE. On va leur accorder des délais. Oui, C'est dans d'accord. les tuyaux. Non mais d'accord, heureusement. D'ailleurs, il y a déjà des délais. Oui. Mais le sujet, c'est que ensuite, quand vous êtes endetté, quand vous faites pour vraiment vous endetter pour pouvoir financer vos investissements, vous ne pourrez plus le faire. Donc, c'est les boîtes qui vont commencer à décliner. Donc, c'est pas la bonne méthode. Il faut convertir en fonds propres. Voilà. Et ça doit être le programme du gouvernement. C'est ma demande, ma proposition. Alors, on nous a dit on va faire des prêts participatifs. Alors, c'est un terme un peu barbare pour ceux qui nous écoutent, qui consiste à dire, au lieu de rembourser sur 5 ans, ça va aller jusqu'à 7 à 10 ans. Mais il faudra quand même rembourser. Et c'est de la dette dans le bilan. Vous dites, Premier problème. il faut que l'État convertisse ses prêts Trouver une au formule. capital en Oui. fonds propres. Oui. Oui. Et qu'on mette tout cet argent dans un fonds public qui assurera la défaisance le moment venu, et où il n'y aura pas de réclamation. C'est une manière de passer la difficulté. Et donc de remettre les bilans des entreprises en situation d'emprunter pour le C'est ça, redémarrage. pour leur permettre, Deuxièmement, effectivement, la dette publique. Oui, Alors il y a la la dette, dette publique de l'État français, de l'État membre, et puis il y a la dette publique, maintenant, de l'Union européenne. Très intéressant, parce qu'on a emprunté ensemble 350 milliards qu'on a donnés, on a redistribué. Voilà, nous, on nous a donné 40 milliards, il faudra qu'on en rembourse déjà 67. Donc en fait, nous, on est perdants dans l'histoire. Il faut quand même le savoir. On nous donne 40 milliards tout de suite, mais on va rembourser 67 milliards. Donc comment on va faire? On ne pourra pas. enfin, on va Non, mais rembourser quel est 67 l'État milliards parce que notre contribution va augmenter et parce que les taux qui nous sont consentis sont raisonnables. Notre contribution à l'Europe va augmenter. On se prête à nous-mêmes. C'est Oui, ça que vous enfin, dites. on ne se prête Oui. pas à nous-mêmes parce que Si, parce qu'on est membre du conseil il n'y a d'administration. pas de ressources au plan européen propres autres que la contribution des États. Oui, mais il y a un projet qui est une taxe carbone. Mais non, mais d'accord, mais Aux frontières. ça n'est C'est ça pas- qui doit le payer. Monsieur Perry, vous le savez, Oui. il n'y a pas d'accord sur le sujet pour Pas l'instant. encore. Il n'y en a pas. Oui, oui. Donc il n'y a pas de ressources en face de cette dette. Donc ce sont les États qui vont payer. J'admets. Je vous le dis, aucun État européen ne pourra payer cette dette. Ni la dette du Covid est insoutenable. Elle ne pourra pas être remboursée. Donc il faut avoir l'intelligence de faire ce que la Banque centrale européenne a commencé à débattre, c'est-à-dire de la création monétaire pure et du rachat de créances publiques à mettre dans un véhicule Oui, une structure de d'éternité- défaisance, là aussi. d'éternité Ouais. et d'abandon, on va dire ça comme ça. Et on assumera, et comme la Banque centrale cherche un peu d'inflation, ça tombe bien, elle va pouvoir se faire. Donc il faut assumer l'idée que cette dette devra être, à un moment ou un autre, annulée. Mais quand vous renouvelez vos emprunts de 50 ans en 50 ans ou de 10 ans en 10 ans pour toujours, ça s'appelle déjà une dette perpétuelle. Oui, mais elle reste dans le bilan, elle pèse sur l'avenir, C'est juste. et elle peut évoluer en fonction du taux d'intérêt. Donc on ne connaît pas le montant à 50 ans. Donc le sujet va être qui va payer la dette du Covid. Les 44 milliards, qui est le pic historique, le record négatif de la sécurité sociale.
Vous pensez qu'on va infliger des plans d'austérité aux Français? Mais ce sera la révolution dans ce pays. Donc ça n'aura pas lieu. Donc il faut avoir un dirigeant politique qui dise, bah, écoutez, c'est très bien, la dette Covid, on a déjà payé la dette des subprimes pendant 10 ans, vous nous avez infligé des plans d'austérité dans toute l'Europe, ne croyez pas que ça va recommencer. Hein. Ça n'aura pas lieu. Voilà. Je voulais qu'on dise 2 mots aussi du plan de relance en direction des plus pauvres. Disons les choses très, très clairement. J'ai ressorti, vous savez, on ne perd rien à citer soi-même, j'ai ressorti une note que j'avais publiée il y a une dizaine d'années à la Fondapol qui s'appelait « 4 idées pour renforcer le pouvoir d'achat » et dans laquelle je formulais cette proposition d'un chèque consommation réservé aux niveaux de revenus les plus bas. Alors à l'époque, c'était les gens qui étaient en dessous du seuil de pauvreté. C'était déjà 8 800 € par an, compensable uniquement en produits frais alimentaires pour une valeur de 150 € par mois pendant 12 mois, avec un coût estimé à l'époque à 1 milliard d'euros. Je veux bien consentir un peu d'inflation, ça fait 1 milliard 100 millions. Hein. Imaginons aujourd'hui, c'est peu de choses par rapport à ce qu'on vient d'évoquer là, par rapport à ces sommes, ces centaines de milliards qu'on a levés. Écoutez d'ailleurs, et puis on en parle juste après, ce qu'en disait Laurent Berger ce matin avec Elisabeth Martichoux. Il faut un chèque relance qui pourrait être orienté en termes de consommation pour aider à la consommation de produits alimentaires. Donc un chèque alimentaire d'une certaine façon. Oui, en tout cas une aide directe. Vous savez, ce qu'on voit en termes d'observation de la situation de pauvreté, c'est que ceux qui sont impactés, ce sont les jeunes, les travailleurs indépendants qui se sont retrouvés sans rien, les personnes qui étaient en situation de précarité, c'est-à-dire les intérimaires, les personnes en CDD qui n'avaient pas suffisamment cumulé de droits pour avoir l'assurance chômage, et puis les ménages qui étaient limite en termes de capacité de pouvoir d'achat. Ça, Arnaud Montebourg, c'est la concorde sociale. On est dans une situation exceptionnelle. Ah oui. Il faut des mesures exceptionnelles. Oui, et dans le plan de Il faut relance... plus s'interroger, vous voyez, sur l'assistance et tous ces trucs-là. C'est secondaire, là, quand vous avez des gens qui ont faim. Écoutez, Faut vous le savez, faire. regardez les files d'attente dans les soupes populaires qui s'allongent. Il y a des gens comme vous et moi qui ont... N'exagérons pas, la France n'est pas un pays... Quand je vous dis non. qu'il y a des gens qui ont perdu leur travail, ça, c'est vrai. qui n'ont pas de droit au chômage, et vous avez beaucoup de jeunes, parce qu'ils n'ont pas droit au RSA, et vrai. même qui peut vivre avec le RSA, on a tellement dit. Qui peut vivre avec moins de 500 € par mois? Personne. Donc vous avez aujourd'hui l'augmentation de la pauvreté. Vous avez des gens qui ont perdu dans les cafés, les restaurants, dans le tourisme, dans des tas de secteurs, qui ont perdu leur emploi qui leur permettait de vivre et qui étaient avec des CDD et qui n'ont plus rien et qui n'ont pas suffisamment cotisé pour obtenir l'assurance chômage. Donc vous avez une augmentation, une explosion de la pauvreté. Donc ceux qui vont trinquer, c'est la France des BTS, des CDD, et dans les villes comme dans les campagnes. Et des indépendants qui ont perdu. Auto-entrepreneurs, artisans, commerçants, etc. Hein. Voilà, c'est très dur. Mais donc, le là, plan de relance, il y a 850 millions d'euros sur 100 milliards, hein, 0,8%, pour les associations d'aide au secours des populations sur le plan humanitaire. Donc le Secours populaire, ATD Quart Monde. J'ai écouté ce qu'a dit la présidente d'ATD Quart Monde, ce qu'a dit le président ou le secrétaire général d'Emmaüs. J'ai entendu ce qu'a dit la présidente du Secours populaire. Et ils alertent, ils disent nous n'avons plus assez de moyens. Donc il faut en effet assumer l'idée d'aider les gens directement. Pour leur permettre de vivre. Avec des produits alimentaires. Je dis en 2 mots pourquoi je pense que c'est doublement vertueux. D'abord parce que ça correspond à un besoin. Vous avez des familles qui ont besoin de manger, tout simplement. Ça pourrait être de la production française. Ça alimente le circuit court. La France, c'est un circuit court et ça a des effets, des externalités positives en matière de santé publique. Bien manger, enfin on sait que mal manger en période de crise, ça ajoute de l'angoisse sanitaire à l'angoisse sociale. Et donc ça aurait, à mon sens, un triple effet. Bon, on a 2 ou 3 autres sujets à commenter ensemble et je voudrais qu'on rejoigne tout de suite Pierre Pellouzet. Pourquoi ? Parce qu'on est confronté à un véritable problème aujourd'hui dans le pays. Vous allez voir qu'on peut le régler. C'est la question des délais de paiement. Les délais de paiement, c'est entre les entreprises. Pour vous donner une petite idée, si on fait une comparaison, les délais de paiement, c'est la tension artérielle. Vous voyez, c'est l'équivalent de la tension artérielle. Vous êtes trop bas, boum, vous tombez dans les pommes et vous avez des entreprises qui, en réalité, sont en bonne santé
sur le plan des opérations, mais qui vont manquer de trésorerie. On a 19 milliards d'euros qui se baladent dans la nature comme ça. C'est un manque à gagner pour la trésorerie de ces entreprises. Et Alain Griset, le ministre, disait les salaires sont payés, les fournisseurs doivent l'être également. Pierre Pélouzet, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médiateur des entreprises auprès du ministre de l'économie. Les dirigeants des grands groupes disent qu'ils sont conscients, mais c'est en dessous qu'il y a des retards de paiement. C'est en dessous que ça bloque. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Parce que c'est un problème qu'on doit régler vite. Effectivement, bonjour Pascal et bonjour Arnaud aussi. C'est un problème qu'on doit régler vite, qui est urgent, mais malheureusement qui est récurrent dans notre pays. C'est-à-dire que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on se bat sur ce sujet pour au moins faire prendre conscience. Ce que vous avez dit est important. 19 milliards d'euros, et là c'est des vrais euros, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'Arnaud Montebourg a dit, c'est du concret, c'est de l'argent qui devrait être dans les caisses des petites structures et qui reste dans les caisses des grosses. Donc oui, alors première solution évidemment, toutes les amendes qu'on met, la DGCCRF dont c'est le rôle, mais des amendes importantes. Je rappelle aussi le rôle du médiateur, nous sommes là pour ça aussi, c'est-à-dire que nous sommes saisis, et le nombre de saisines a explosé depuis 6 mois, par des petites structures qui ont du mal à se faire payer par des grandes et qui ne veulent pas en plus se fâcher, ne veulent pas attaquer au tribunal, parce qu'on peut attaquer son client au tribunal, mais quand on est un petit fournisseur d'une grande structure, vous imaginez la complexité. Donc n'hésitez pas à nous saisir, médiateur des entreprises, et nous on va rétablir un dialogue de manière à la fois à ce que vous puissiez toucher cet argent, mais à la fois aussi à ce qu'on puisse garder un lien de confiance, un lien de travail. Le but, ça n'est pas de punir ou de sanctionner, le but c'est surtout que tout le monde puisse travailler normalement, toucher cet argent qui devient crucial, encore plus crucial maintenant dans cette période de difficulté. Ça peut provoquer des faillites d'entreprises, ça, selon vous? Vous avez localisé des entreprises ou des secteurs en difficulté? Bien entendu, il y a quelques années, on avait mesuré qu'un quart des faillites d'entreprises étaient liées à des problèmes de retard de paiement. Mais ce qui se comprend aisément, la trésorerie des entreprises, la plus grosse part de cette trésorerie, c'est ce que doivent les clients. Ce n'est pas ce qu'on doit à la banque, ce n'est pas les impôts, ce n'est pas les taxes, c'est les loyers éventuellement, mais c'est surtout ce que doivent les clients. Donc si on enlève ou si on retarde ce que doivent les clients, on met immédiatement la petite entreprise en difficulté avec les conséquences qu'on connaît. Merci Pierre Pélouzet. Vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas de retard de paiement? J'en ai eu, mais je les ai résolus. Je remercie Pierre Pélouzet, la médiation interentreprise. C'est une institution, oui, c'est une institution très importante. Et je vois que M. Pélouzet a haussé le ton, et il a raison. Et il faut maintenant que les grandes entreprises prêtent secours aux petites. Et nous avons besoin que la médiation fonctionne très bien. Donc je relais l'appel de M. Pélouzet. Vous êtes une petite entreprise, allez voir la médiation interentreprise, elle vous protégera. C'est une institution protectrice des PME, des TPE. Et elle aura des résultats. Elle a des résultats. On peut la saisir localement. Oui, localement, dans chaque département. Bien. Il nous reste une dizaine de minutes. Je voudrais qu'on parle de vous. Arnaud Montebourg, producteur de miel, Bleu Blanc Ruche, vous faites aussi des glaces, vous vous intéressez évidemment à l'avenir des abeilles, et nous avons dans l'actualité cette fable de la betterave et du puceron. Bien. C'est un petit clin d'œil à l'abeille et l'architecte que vous avez lu. C'était un livre de François Mitterrand. Il n'était pas encore président de la République. Je crois que c'était 1978-79, là, à peu de choses près. Là, c'est plutôt l'abeille et la betterave. Je vais vous demander ce que vous pensez des néonicotinoïdes. Je sais que vous êtes attaché aux questions de développement durable. Simplement, on a un problème qu'on a déjà évoqué d'ailleurs dans Périscope, c'est que sans ces néonicotinoïdes, la filière de la betterave, qui produit du sucre pour nous, les Français, c'est du sucre blanc, et puis qui entretient des emplois. Ça fait travailler beaucoup de gens. Il y a le secteur de la production, de la transformation, il y a un petit peu de marketing, il y a de la fabrication dans tout ça. Ce secteur est en difficulté. Et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, hier, à la sortie du Conseil des ministres, confirmait que pour le moment, nous sommes dans une période intermédiaire. Il n'y a pas de renoncement. Nous avons une ambition qui est évidemment celle de défendre notre environnement, qui est celle de réduire l'utilisation des pesticides et de maintenir l'interdiction des néonicotinoïdes. Nous sommes face à une situation dramatique pour une filière, la filière sucrière, la filière de la betterave, qui face à un puceron, à des maladies sur ses exploitations, est aujourd'hui en situation de grande difficulté. Et face à la situation où il n'y a aujourd'hui pas d'alternative à l'utilisation de ces produits pour lutter contre ce puceron et sauver toute une filière. Quand des questions de souveraineté, des questions d'emploi sont en jeu, évidemment, nous nous devons d'agir et d'adapter.
Voilà, Arnaud Montebourg, c'est une question de souveraineté. Bah, pas seulement, d'abord. C'est une souveraineté qui peut se discuter, mais... D'abord, excusez-moi, mais on va reprendre cette affaire dès le début. Il y a eu, il y a une dizaine d'années, une étude qui a été faite par l'INRA, qui a installé sur 655 abeilles butineuses des puces RFID, micro-identification, qui sont allées butiner sur un champ de colza qui était protégé par les néonicotinoïdes. Et l'étude s'appelle le vol de retour parce qu'on a observé que les abeilles étaient désorientées, ne retrouvaient pas leur route et mouraient. Bon. Donc le néonicotinoïde est destructeur, ravageur. Il faut l'expliquer. Le néonicotinoïde, c'est une semence qui est entourée. Voilà, c'est enrobé. C'est enrobé. C'est la protection maximale et ça pousse avec... C'est-à-dire que les molécules chimiques poussent avec la plante. C'est consubstantiel à la plante. Oui. Et donc ce sujet est tout à fait sensible puisque on a déjà fait de la betterave sans néonicotinoïdes. Et on en a fait dans le passé. C'est pas ce que disent les betteraviers avec des des rendements minables. Écoutez, il y a 30 ans, il n'y avait pas de néonicotinoïdes et on faisait de la betterave et on savait se défendre. On avait d'autres procédés. Donc, on se défendait du Brésil à l'époque, tiens, au passage. Le sujet, c'est pas... Il n'y a que cette solution ou pas d'autres. Il y a eu toute une gamme de solutions qui ont été découvertes. Il y a, je crois, la nécessité de ne pas réintroduire ces produits qui sont trop destructeurs. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu 80% des insectes en 30 ans, en France. Voilà, et en Europe occidentale. On ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut trouver d'autres solutions. Le gouvernement a fait preuve de facilité, hein, mais les betteraviers que je connais ont planté les betteraves depuis la nuit des temps, et on a toujours su trouver des solutions pour lutter contre les ravageurs. Donc, il y en a eu. Preuve, c'est que la filière betterave ne s'est jamais aussi bien portée à une époque où il n'y avait pas de néonicotinoïdes. Allons au bout des choses. Le marché était protégé, les rendements n'étaient pas les mêmes, les exigences de prix n'étaient pas les mêmes. On est aujourd'hui sur un marché qui est un marché ouvert. Attendez, vous me dites, vous Arnaud Montebourg, moi je ferme les frontières, je veux plus du sucre brésilien qui est produit avec des néonicotinoïdes. Je dis très bien, parfait. Mais il faut dire que si on vit avec le sucre français sans néonicotinoïdes, le prix du sucre va doubler. Non, mais il y a toujours un prix à payer. Doubler, c'est un peu excessif. J'ai envie de vous dire, c'est le même problème qu'avec Bridgestone. Hein, les Américains ont mis des taxes de... C'est M. Obama qui a fait, même pas M. Trump, ont mis des taxes de 80% sur les pneus chinois. Ils ont gardé leurs usines. Hein. Nous n'avons rien fait. On a eu des fermetures chez Michelin. On a perdu Goodyear, Continental et maintenant Bridgestone. Donc, vous voyez. Donc, il y a un moment, le commerce international doit être un peu plus... Nous devons nous en protéger. Et c'est la même chose sur le sucre. Quand il y avait les quotas de sucre, il y avait une protection extérieure et des quotas de production intérieure. Eh bien, le démantèlement de la PAC ne nous condamne pas à devoir accepter les néonicotinoïdes. Ou alors... taxons le sucre brésilien pour des raisons sanitaires. Bien sûr. Ça, c'est la solution, monsieur. Je pense que c'est la seule. Ah bah voilà. Alors, permettez-moi de sortir un peu de mes brisés. Non pas d'économie, mais si, c'est possible. Tout est possible ici dans Périscope. On va parler d'économie et de politique. Oui. Sandra Régol, numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts, dans un entretien avec Nathalie Arthaud, qu'on connaît, lutte ouvrière, dit « Les Verts, c'est le renoncement à l'économie de marché. Nous voulons abolir le capitalisme. » Arnaud Montebourg, homme de gauche, ancien ministre du redressement productif, pense-t-il que le changement est soluble dans le capitalisme ou faut-il le changer, l'abolir ? D'abord, la question de l'abolition du capitalisme, personne n'y est parvenu dans l'histoire. Donc, c'est là, je crois, une œuvre inaccessible. Ceux qui ont essayé, l'aventure s'est arrêtée en 1989 devant un mur de Berlin abattu par la rancœur des peuples opprimés. Donc ça, c'est la première leçon de l'histoire. La deuxième, c'est que nous avons un problème avec le capitalisme financier, qui aujourd'hui a pris le contrôle de nos vies, donc de l'économie, du partage de la valeur, de la rémunération du travail, des modèles de production, y compris anti-environnementaux, antisociaux. La mondialisation et donc la liberté de circulation du capital est un sujet. Donc pour moi, le sujet, c'est comment la politique, c'est-à-dire le choix des peuples, l'expression de leur liberté, va conduire finalement à ce que l'économie soit enserrée dans des règles collectives qui n'existent plus aujourd'hui. Donc il ne faut pas tout confondre. L'accumulation de capital, toutes les sociétés en ont besoin pour répondre
à leurs besoins grandissants quand la démographie progresse. Or, le nombre de personnes à nourrir sur Terre, le nombre de personnes à loger, à éduquer, est considérable et augmente. Donc, nous avons besoin de capital. Eux disent... En revanche, nous n'avons pas besoin d'excès de liberté dans la circulation du capital, d'excès de liberté dans la circulation des produits. Nous avons, là, je crois, à comprimer la manière dont l'économie a pris trop de pouvoir sur nos vies. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça s'appelle la régulation. Ça s'appelle la politique. Oui, la politique. Moi, politique, par exemple, je vais vous dire... Attendez, M. Perry, je termine. Je voudrais terminer mon raisonnement pour bien me faire comprendre. Nous sommes là, entrés avec 100 milliards de plans de relance, des interventions dans la vie économique à tous les niveaux, à tous les étages. Nous sommes entrés dans une économie semi-dirigée. Oui. Ça ne gêne personne. Ben alors on peut. Les Français l'ont souhaité. Oui, mais pas que les Français. Beaucoup de pays travaillent comme ça. Eh bien, nous sommes en train de corriger les excès d'une économie trop libérale, trop libre. Et donc, moi, je suis favorable à la reconstruction de la puissance publique. C'est un libéral qui le fait, Emmanuel Macron. Oh, je ne sais pas ce qu'il fait. Je sais qu'en tout cas, ce n'est pas son projet. Est-ce que les Verts, imaginons que vous ayez des vues politiques pour l'avenir, la vie est longue, comme disait Pierre Jox, n'est-ce pas? Il ne faut pas insulter l'avenir. Est-ce que les Verts, qui sont à gauche, qui sont un pôle important à gauche aujourd'hui, n'ont pas un vrai problème avec les libertés? Est-ce que, pour changer le monde, il faut réduire les libertés publiques ou les libertés individuelles? Écoutez, je ne me prononcerai pas sur la position de tel ou tel parti, parce qu'il y a des positions individuelles, généralement, qui s'expriment. C'est quand même la position du parti, ça. Hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je peux vous répondre, en tout cas, ça n'a pas l'air... Je ne pense pas que les assassins de la liberté se trouvent de ce côté-là. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que les libertés de s'exprimer, par exemple, sont de plus en plus comprimées. Le droit qui est intervenu, le droit de manifester, le droit de se réunir, un certain nombre de droits ont été très, très abîmés ces dernières années par les évolutions législatives, y compris avec la douce tolérance du Conseil constitutionnel. Donc moi, je me préoccupe de la protection de nos libertés publiques, en effet. Je pense que quand on décide de contraindre sur le plan économique, ça n'est pas tout à fait la même chose que quand on décide de couper la parole à quelqu'un ou de l'empêcher de manifester sa position dans la rue ou sur la voie publique. Arnaud Montebourg, vous avez toujours défendu le Made in France quand vous étiez ministre et puis maintenant avec votre nouvelle activité. On est dans une crise sanitaire sans précédent où le Made in France est au cœur de l'actualité et la réindustrialisation. Est-ce que finalement vous avez eu raison trop tôt? Moi, je ne sais pas, parce que d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont eu cette conscience il y a longtemps. Vous avez été un des premiers politiques à la porter quand même. On a essayé de faire une politique du Made in France. Mais pour moi, c'est d'abord un mouvement dans la société où les consommateurs votent avec leur carte bleue et font attention. Ils ne votent pas chinois, ils ne votent pas allemand, ils décident de voter français. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience entre le prix qu'on doit accepter et le modèle qui est derrière. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut des PME près de chez soi, du travail pour ses enfants, des PME dans les territoires, des lois sociales de bonne qualité, des lois environnementales d'avant-garde. Voilà, en gros, c'est ça. Et la mondialisation a eu pour conséquence, finalement, d'exporter tout ça. C'est-à-dire, on se débarrasse, on fait travailler des gens sans qu'on le voit, qui sont des esclaves, qu'on a mis en concurrence avec nos usines. Bon, la conséquence, on sait qui a gagné. On a perdu nos usines. Puis maintenant, on a des lois environnementales plutôt d'avant-garde en France. Mais en vérité, comme on ne veut pas assumer ce qu'est le système productif, on apporte des produits qui sont pleins de pollution, finalement, derrière. Est-ce que c'est irréversible comme mouvement? Est-ce que le monde d'après, puisqu'on parle beaucoup du monde d'après, il sera radicalement différent du monde d'avant? Ou est-ce que finalement, on est simplement dans une bulle et on reviendra finalement au monde d'avant avec la mondialisation? C'est un débat très important que vous posez là, une question à laquelle personne n'a de réponse prédictive. Mais mon analyse... on a fait la mondialisation il y a seulement 20 ans. Avant, elle n'existait pas. Elle a été faite par des gouvernements qui ont abaissé les droits de douane pour permettre les échanges et mettre en compétition les modèles économiques. Et la naissance du prix mondial, c'est ça la mondialisation. Il y a un prix mondial, tout le monde s'aligne. Donc ceux qui ne suivent pas, ils meurent. Et on déplace les productions
là où c'est le plus compétitif, c'est-à-dire là où il y a le moins de social, le moins d'environnemental, et là où il y a le plus de profit pour les actionnaires. Bon, mais ça, c'est la mondialisation sauvage. La mondialisation, c'est ça. Existé. Vasco de Gama, il allait chercher ses épices à l'autre bout du monde. Vasco de Gama n'a rien à voir avec ça. Non, mais pour une raison simple. Les échanges mondiaux, ils ont toujours existé. Mais non. C'est quand elle est sauvage qu'elle est... Mais la mondialisation telle qu'on l'entend aujourd'hui n'a rien à voir avec Vasco de Gama. Les échanges ont toujours existé. La circulation des idées, des hommes, ont toujours existé, avec plus ou moins d'intensité. Mais là, vous avez 500 millions de containers sur les bateaux. Un bateau peut transporter l'équivalent du PIB du Togo. Un seul bateau, le plus gros porte-container. Donc on est arrivé à des niveaux d'excès et d'absence de règles. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer ? Eh bien, les peuples ont décidé de rétrécir le monde. Donc vous avez eu M. Johnson qui a été élu, M. Trump qui a été élu et qui résiste bien malgré ce qu'il est. Nous, en France, on doit retrouver cette souveraineté. Attendez, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous avons besoin de retrouver les moyens de notre liberté. C'est pas, la souveraineté, c'est une conquête de la Révolution française. C'est le fait d'avoir arraché à des gens qui avaient l'arbitraire les rois pour le redonner à ceux, au plus grand nombre, c'est-à-dire le peuple. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est le fait de décider ce qu'on veut faire. Donc quand vous n'avez plus vos médicaments, vous êtes obligé d'être rationné en Doliprane, parce qu'on a laissé les majors de la pharmacie délocalisés. Quand vous tuez des gens parce que vous n'avez plus de respirateurs, plus de curares pour les anesthésies, plus de masques pour protéger les soignants, quand vous en êtes là, c'est que vous avez été imprévoyant, incompétent, et que vous avez considéré qu'on s'en fichait de tout ça. On a laissé le pouvoir au directeur d'achat des hôpitaux. Je prends l'exemple le plus fort, mais sur l'alimentation, c'est pareil. Qu'on importe 65% de nos fruits et légumes, il y a quand même un scandale quand on voit où en sont nos paysans dans ce pays. Ils jettent des pommes. Bah écoutez, donc c'est donc bien que toute cette classe dirigeante de gauche et de droite, et ça va j'allais dire, de M. Hollande, M. Chirac à M. Macron. Hein. C'est pas du tout un propos politicien de ma part. C'est la classe dirigeante française qui a mondialisé le pays. Nous sommes le pays le plus ouvert de l'Union européenne, dans le continent le plus ouvert du monde. Mais si la France, les conséquences sont dramatiques pour notre liberté. Si elle n'exportait pas. Et évidemment, elle importe aussi. On est dans une économie qui est ouverte aussi. On ne peut pas être complètement replié sur nous-mêmes. Si on n'exportait pas, on s'en sortirait quand même moins bien. Ça c'est le marronnier qu'on entend tout le temps. Si on est c'est contre... une bonne question. Mais j'ai pas dit que c'est une mauvaise question. Parce que tout le monde la Merci porte. Jean-Pierre. Non, mais j'ai pas dit que c'est une mauvaise question, mais c'est ce qu'on entend tout le temps. Ça s'appelle un marronnier, un poncif. C'est aussi une vérité. Non, c'est pas une vérité parce Donc on arrête d'exporter. J'ai pas terminé, donc je vais essayer de finir. Quand vous êtes contre la mondialisation sans règles, vous êtes pour le repli sur soi. C'est ce qu'on entend. Donc vous êtes le péniste. Voilà. C'est ce que disent les trois quarts de vos collègues. Mais c'est à peu près ce qu'on entend. Non. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que alors qu'il faut faire une analyse que M. Védrine avait fait dans un rapport de 2007 à la demande du président Sarkozy, il fait un rapport sur la mondialisation. Il avait dit tous les pays se protègent et tous les pays ont une part d'ouverture. Part d'ouverture de protection. Nous, on n'a pas de protection. Et on n'a que de l'ouverture. Donc on est dans un excès à notre propre détriment. C'est cet équilibre-là qu'il faut maintenant travailler et rechercher. Je comprends bien. En fait, l'idée, c'est mettre fin à une mondialisation prédatrice. Est-ce que c'est ce à quoi on est en train d'assister ? Et est-ce qu'on se donne vraiment les moyens de mettre un terme à cette prédation dans cette forme-là de mondialisation ? Est-ce que, par exemple, les moyens qui sont mis par la France et l'Europe dans le plan de relance, ils sont mis au bon endroit et ils permettront d'arriver à ce résultat que vous appelez ? Alors, deux questions. Est-ce qu'on s'en donne les moyens ? On peut le faire. Tous les pays se protègent. D'ailleurs, la taxe carbone, c'est fait pour ça. Ça fait 10 ans qu'on en parle, on ne la fait pas. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qu'on est en train de faire maintenant ? Je ne le crois pas. Pour une raison simple, c'est que l'Union européenne est dirigée par l'Allemagne, elle-même dirigée par l'industrie automobile allemande. Et l'industrie automobile allemande, elle dit « moi, je veux vendre aux États-Unis et en Chine ». Elle applique votre principe. Et donc, on ne ferme rien. Mais ce n'est pas notre intérêt, l'industrie automobile allemande. Et l'Europe ne doit pas battre à l'unisson des vibrations de l'industrie automobile allemande. Nous avons d'autres intérêts à défendre. Et donc, c'est la raison pour laquelle la question va devoir être posée avec tous les pays qui ont subi des dégâts considérables, et ils sont très nombreux dans le continent européen, par rapport aux abus que représentent les deux empires qui commencent à devenir nos oppresseurs, peu à peu. Les États-Unis d'Amérique, qui ne sont plus nos alliés, on le sait maintenant, et la Chine. Et donc, cette protection-là, Madame van der Leyen commence à en parler.
Madame la commissaire européenne à la concurrence également. La question du démantèlement des GAFA est une question qui doit être sur l'agenda européen et mondial. C'est le cas aujourd'hui. Ce sont les Américains qui ont ouvert des procédures antitrust, 50 procureurs des États, contre les GAFA. Mais nous, pour l'instant, on a fait une petite taxe qui est rien du tout. D'ailleurs, c'est moi qui avais déposé la plainte quand j'étais au gouvernement avec mon homologue, le vice-chancelier d'Allemagne, qui était ministre de l'économie, et ça aboutit à une amende de quelques milliards, c'est rien du tout. Le sujet, c'est quand est-ce qu'on a nos GAFA, on les construit, on a les experts pour ça, on a les ressources pour ça, on a l'argent pour ça, on peut décider de le faire. Et donc, ça suppose, pour ça, qu'on casse le modèle économique des GAFA. Et ça suppose des décisions politiques très courageuses. À l'échelle européenne ou à l'échelle de la France? Les deux, ça va être un sujet à la fois pour États membres et pour l'Union européenne. Et le discours aujourd'hui, c'est quand même de dire l'argent qui est mis sur la table par l'Union européenne dans le cadre des plans de relance européens, dont 40 milliards pour la France, sera financé non pas sur la contribution des États, mais sur le fait que l'Europe va vraiment taxer les GAFA en les obligeant à payer leurs impôts, va instaurer des taxes, notamment carbone, sociales, à l'entrée des frontières de l'Union européenne, contre les produits qui ne respectent pas nos standards. Est-ce que pour vous, c'est une réalité, ça va dans le bon sens, ou on est juste dans du discours et ça ne se fera pas? Parce que c'est ce que vous êtes un peu en train de nous dire. Ça, c'est le discour, mais c'est pas dans l'accord. Vous n'y croyez pas? Mais c'est pas dans l'accord. Il n'y a pas d'accord sur les ressources propres. Pour l'instant, il n'y a pas de ressources propres. Donc nous, on va devoir... Il y a une volonté. Il va falloir qu'on trouve 350 milliards. Pour l'instant, on ne sait pas comment. Ce sont des incantations. Non, c'est pas dans l'accord. Ils n'ont pas voulu le signer. Donc on n'a pas. Donc pour l'instant, on aura des plans d'austérité pour rembourser le plan de relance, premièrement. Donc, parce qu'il va bien falloir lever des impôts pour rembourser cette dette, même si elle est mutuelle, il n'empêche que c'est une dette qu'il faudra rembourser. Or, la seule ressource de l'Union européenne, c'est les États membres, pour l'instant. Est-ce que ça va changer? Il faut se battre. Et ça va être une bataille furieuse, évidemment, puisque vous avez des États qui sont centrifuges, qui veulent pas jouer le jeu de l'unité européenne. C'est le cas de la Hollande, par exemple, qui est la Nouvelle-Angleterre, si j'ose dire, après le départ des Anglais. Alors, sur la question du plan de relance, le plan de relance, j'ai fait un travail tout à fait intéressant. C'était pour ma culture personnelle, mais aussi pour éclairer, finalement, un ancien ministre de l'économie a des choses à dire aux citoyens. Les 296 pages du plan de relance. J'ai fait 2 colonnes. Les dépenses opérationnelles, tout de suite, là, et les dépenses plus tard. Quoi. Plus tard. Bon. Les dépenses qui sont pour plus tard, c'est celles qui sont sous instruction administrative, enquête publique, appel d'offres, appel à manifestation d'intérêt et toute la bureaucratie et la technocratie qui contrôle finalement l'usage de l'argent public. Et vos conclusions? Sur les 100 milliards, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des très bons programmes, il y a de très bonnes choses dans le plan de relance. C'est des choses qu'on attendait depuis très longtemps. Mais on n'en verra pas la couleur avant 3-4 ans. Bon. Il reste 40 milliards. 60 milliards sont sont encalminés dans la bureaucratie du pays. En revanche, il reste 40 milliards. Dans les 40 milliards, vous avez 20 milliards qui sont des baisses d'impôts de production. Sans aucun effet de levier. C'est-à-dire qu'en fait, moi par exemple, chez Bleu Blanc Rouge, nous avons fait 415 000 € de chiffre d'affaires la première année pleine l'année dernière. Et nous payons 2200 € d'impôts de production. Donc on va nous baisser les impôts de production. C'est très bien, mais ça me fait une belle jambe. Sans aucune contrepartie. Aucune contrepartie. Et d'ailleurs, les entreprises à qui ça va bénéficier, c'est seulement les 285 les plus grosses. Mais à celles-là, vous pouvez leur demander des choses. Vous prenez les 290... Moi, je suis pour qu'on prenne les 1000 premières boîtes françaises, par taille, par chiffre d'affaires, qu'on leur dise, maintenant, vous relocalisez, en contrepartie, on supprime les impôts de production. Mais vous faites c'est vrai, ça. Mais vous relocalisez vos sous-traitants, vos achats, vos lignes de production vous-même, ce que vous faites vous-même, ce que vous faites mais faire. Même en baissant de 10 milliards, 2 fois 10 milliards, 20 milliards les impôts de production, on aura toujours des coûts de production qui seront plus élevés que ceux des pays de l'Est. Je ne crois pas. On D'abord, délocalise. je voudrais tempérer cette analyse anti-française, consiste à dire qu'on est nul. J'en ai marre d'entendre ça. La France, c'est génial. Je vais vous dire, c'est génial. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, dans notre pays, aujourd'hui, vous avez des lignes de production qui s'installent avec de la robotique. La robotique, qu'elle soit à Shanghai ou qu'elle soit à Vesoul, c'est la même. Voilà. Et les coûts de production ne sont pas pires. Je dirais même qu'il y a même des avantages. L'énergie est beaucoup moins chère qu'ailleurs. Elle est beaucoup moins chère que dans de nombreux pays du monde. Donc, nous devons défendre notre politique. Donc,
Regardez l'exemple japonais. Moi, je dis le bon gouvernement dans les plans de relance, c'est le gouvernement japonais. Donc, le protectionnisme, c'est quoi? Il faut en être fier, parce que les Américains le font, les Chinois le font. Vous allez essayer d'aller prendre des marchés. Vous croyez que je peux exporter mon miel en Chine? Vous savez ce qu'ils nous demandent? Des conditions sanitaires. J'ai même attaqué devant le MEDEF l'ambassadeur de Chine. Pourquoi? Parce qu'eux, ils nous exportent du miel mélangé à du sucre. On ne dit rien. On est les naïfs de la mondialisation. On ne dit rien, monsieur. On ne dit rien. Non, c'est pas vrai. Le miel avec du glucose, il y en a moins en moins. Excusez-moi, monsieur. Il n'y a pas d'interdiction. C'est ça, on ne dit rien. Vous savez, mais le Français, quand il achète son miel, il ne sait pas. Au prix du coin, donc on ne dit rien. On laisse faire, comme d'habitude. Mais moi, je ne peux pas exporter mon miel pur et naturel. Pourquoi? Parce que en France, paraît-il, il y a une maladie qui toucherait... mais ils sont très forts pour ça, les Chinois. Non, mais ils sont très forts. Mais nous, on est quoi, alors, nous, s'ils sont très forts? On est nuls. C'est ça qu'il faut déduire de votre phrase. Bah, vous l'avez dit. Arnaud Montebourg, vous dites... Non, mais quand même, je il y a des limites. Je ne l'ai pas dit. Vous dites, oui, mais vous le pensez, en fait. Et nous on est des bébés, j'aurais dit, moi, plutôt que des nuls. On est des idiots. Vous dites qu'on est des idiots, qu'on n'a pas les dirigeants qu'il faut, qu'il faudrait faire ci et pas ça, et en même temps, vous avez totalement changé de vie et vous voulez plus justement vous impliquer dans la vie politique. Est-ce qu'il n'y a pas une... Je suis à votre émission pour répondre à des questions, je donne ce que je pense. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes une vigie ou parce que vous avez été aux manettes, écoutez, Nathalie. Je ne suis pas venu pour parler de moi, je suis venu pour parler... alimentation, agriculture, nourriture. Le rôle de l'ancien ministre de l'économie, c'est de dire les choses que vous dites aujourd'hui. Voilà, je vous ai répondu. En fait, je donne mon point de vue manettes... parce que vous avez l'obligeance et franchement la délicatesse de me le demander. demander. Expertise aussi. Je vous en remercie. Donc je vous donne mon point de vue. Brut de décoffrage, hein, je suis désolé. Mais est-ce que vous dites quand on est aux manettes, parce que vous avez été au ministère du redressement productif, quand on est aux manettes, finalement, on ne peut pas faire changer les choses? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Je pense par exemple à la loi Florange. Aujourd'hui, Bridgestone est en train de fermer. Alors bon, il y a ce seuil de 1000 salariés, effectivement, qui n'est pas rempli. Mais on a l'impression que l'État est presque impuissant. Enfin, excusez-moi, Florange, nous aurions pu sauver Florange. J'avais fait une proposition de nationalisation. Ça aurait très bien pu être possible si tout le monde était d'accord. La droite était d'accord, la gauche était d'accord, avec deux personnes qui n'étaient pas d'accord, le Premier ministre et le Président de la République de l'époque. Donc, voilà, en fait, on n'a pas les présidents qu'il nous faut, c'est tout. Il suffirait juste de dire, écoutez, excusez-moi, mais là, on ne va pas se laisser mener par le bout du nez par M. Mittal, qui, je le rappelle, a fait une OPA hostile sur Arcelor, qui était le leader. Bridgestone, on nationalise? Non, Bridgestone, il n'y a rien à nationaliser. On perd nos pneus. Il faut mettre des taxes sur les pneus chinois. D'accord. C'est ça qu'il faut faire. Et on retrouvera nos usines, nos capacités de production, c'est tout. Il faut faire ce que font les Américains. C'est pas très compliqué. Les Américains, c'est pas des méchants mélanchonistes. Hein. M. Obama et M. Trump sont à peu près d'accord sur la politique protectionniste. C'est ça qu'il faut comprendre. Juste une dernière chose sur Bridgestone. Votre exemple japonais, il est très intéressant. Le Japon qui paye pour relocaliser les usines qui sont parties en Chine. Mais la problématique aussi de Bridgestone qui ferme en France, c'est que le groupe a investi dans des usines en Pologne et en Hongrie. Cette politique-là qui consisterait à dire on est prêt à payer pour relocaliser des choses en France, est-ce que c'est possible au sein de l'Union européenne? Parce qu'évidemment, quand vos propres concurrents sont à l'intérieur de l'Union, l'Europe ne va pas être d'accord. Peut-être pourrais-je nuancer votre objection justifiée en disant, quand vous avez une pression mondiale sur les prix, quand vous voulez rester en Europe, parce que vous avez besoin, il y a des constructeurs automobiles en Europe, donc on a besoin de pneus. Les faire venir de loin, c'est difficile. Il y a que les Chinois qui savent faire ça. Et donc les constructeurs, les équipementiers, que sont les fabricants de pneumatiques, ont besoin d'être près des usines des assembleurs. Bon. Donc ils cherchent, à cause de la pression exercée mondiale sur les prix, et notamment de la mondialisation asiatique et chinoise, ils cherchent les zones de basse pression sur les coûts dans l'Union européenne. Donc ils migrent. Voilà. Et ils sont en plus financés par l'Union européenne, d'après ce que quand est-ce qu'on arrivera enfin à harmoniser les choses à l'intérieur de l'Europe? Je dirais que la question, elle est d'abord extérieure. Si on se protège de l'extérieur, vous aurez moins ce type de... Je ne dirais pas que ça disparaîtra, mais en tout cas, vous n'avez pas d'intérêt à déménager une usine, ça coûte très cher. Donc si vous le faites, c'est parce que vous voulez survivre, vous n'avez pas d'autre solution, parce que vous êtes attaqué par la concurrence déloyale mondiale. Vous appelez à des nouvelles règles européennes, vous? Extérieur, vis-à-vis de l'extérieur. Ouais. Hein, ça, c'est européenne. C'est le premier point. Alors, votre autre question concerne la façon dont les relocalisations peuvent se faire. Ça, c'est un outil de la puissance. Quand vous avez des grands groupes, comme les nôtres, qui sont mondiaux, qui doivent tout à la France, vous pouvez leur demander des choses. Quand vous n'en avez pas, c'est très difficile.
Par exemple, la Belgique a leur moins demander de... quoi, par exemple quand vous dites, Leur dire, écoutez, voilà, moi je vous baisse des impôts, mais en contrepartie, voilà. oui, mais en contrepartie, eh bien, vous allez faire vos achats en France. Dans les 40 premières entreprises françaises, il y a seulement 16% de leurs achats qui sont faits sur la plaque France. C'est très peu. Vous allez en Allemagne, c'est beaucoup plus. Vous allez au Japon, n'en parlons même pas. Je ne vous parle même pas des Chinois. Donc, si vous voulez, on a besoin de patriotisme économique dans les grandes entreprises. Et donc ça suppose une grosse négociation. Donc, c'est pas très compliqué, ça, à faire, vous voyez. Les marchés publics, c'est 100 milliards par an. Les marchés publics, il n'y a que nous qui offrons aux Chinois la possibilité de faire le Grand Paris. Non, mais